Il n'a pas dit son dernier mot. Laurent Duplomb, à l'origine de la loi qui porte son nom, a prévenu. Il n'exclut pas de proposer un nouveau texte réintroduisant le très controversé insecticide à base d'acétamipride. Une déclaration qui intervient après la censure partielle jeudi dernier de la loi, pour le plus grand bonheur des citoyens qui ont bataillé contre le texte. Ce que dit le Conseil constitutionnel, c'est qu'on ne peut pas faire fi des connaissances scientifiques qui étaient très nettes sur le sujet. Et je pense que c'est aussi ça qui a beaucoup expliqué la mobilisation des Français. Quand l'Ordre national des médecins il dit qu'il n'y a pas de doute raisonnable sur la dangerosité d'un produit, et ben, en fait, c'est tous les médecins qui s'expriment. Le Conseil constitutionnel s'est appuyé sur la Charte de l'environnement pour justifier sa censure. Une charte vieille de 20 ans et pensée par le président Chirac. La protection de l'environnement est devenue un impératif éminemment politique. Il s'agit de définir une éthique collective, inscrire une écologie humaniste au cœur de notre pacte républicain. En février dernier, ce sont les travaux sur l'A69, devant Relier-Castres à Toulouse, qui sont stoppés par décision administrative. La justice estime que le chantier et ses atteintes à l'environnement ne présentent pas, je cite, d'intérêt public majeur. L'État fait appel. J'ai pu constater combien il est désolant de voir un chantier arrêté, beaucoup d'emplois indirects qui sont impactés, qui sont stoppés. Un coup dur pour l'économie locale. La Cour d'appel administrative de Toulouse autorisera finalement la reprise des travaux. Alors, ces confrontations par tribunaux interposés risquent-elles de se multiplier? Le droit de l'environnement entre-t-il en confrontation avec les intérêts économiques? Est-il possible de les réconcilier? Voilà, et pour en débattre, nous recevons ce soir Arnaud Gossement. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat spécialisé en droit de l'environnement, professeur associé à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et selon vous, parler d'un gouvernement des juges à propos de la censure de la loi Duplomb n'a aucun sens. Les décisions de justice pour défendre l'environnement, dites-vous, sont rares. Il n'y en a même pas une chaque année. À vos côtés, Gaspard Ganzer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien haut fonctionnaire et conseiller de communication de François Hollande, président du cabinet de conseil Ganzer Agency. Selon vous, il aurait été mieux que ce soit le peuple qui tranche cette question de la loi Duplomb par le biais d'un référendum plutôt que des magistrats. Au final, cela semble très politique. Et puis Anna Créti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure d'économie à l'université Paris-Dauphine. Vous êtes également directrice scientifique de la chaire économie du climat. Selon vous, de nombreuses entreprises se sont engagées en vue de respecter le droit de l'environnement, mais il y a aujourd'hui un relâchement politique sur ces questions, ce qui fait qu'elles sont un peu déboussolées. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Hélène, et l'article du jour. C'est l'article 1 de la Charte de l'environnement qui dit quoi? Qui dit ceci: chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. C'est sur cet article que s'est fondé le Conseil constitutionnel pour interdire l'acétamipride dans le cadre de la loi Duplomb. Cette charte, elle a la même valeur que la Déclaration des droits de l'homme et pourtant on en entend assez peu parler quand même. C'est même la première fois qu'elle fait comme ça la une. Arnaud Gossement, c'est la consécration un peu? En tout cas, ça fait plaisir parce qu'effectivement, grâce à cette décision, on parle beaucoup de ce texte dans les médias et on en parle de manière positive parce que souvent, quand on parle d'environnement et de droit de l'environnement, on parle de procédures, de contraintes, d'obligations de faire. Là, on parle d'un droit de l'homme. La Cour internationale de justice nous a expliqué il y a 2 semaines que c'était un droit de l'homme qui est la condition d'exercice de tous les autres. Parce que vous voyez, dans chacun le droit de vivre, il y a chacun le droit de vivre. Et donc le projet, c'est d'abord de vivre parce que le problème, il n'est pas tellement pour la planète, elle nous survivra. Le problème, il est pour l'humanité. Et donc là, vous avez un projet, pas juste une question de procédure. Et je trouve que pour le grand public, pour l'opinion publique qui parfois a un peu de mal à se mettre en mouvement sur les questions d'écologie, on a un beau projet ici qui est de défendre ce droit de l'homme. Il y a une convergence entre droit de l'environnement et droit de l'homme. Et pour moi, c'est porteur d'espoir, vraiment. Alors, Anna Créti, cette charte, a été promulguée il y a 20 ans, donc cette année. Est-ce que ça a changé quelque chose dans le milieu économique, cette charte ? Je pense qu'il y a quand même des principes. Alors là, on parle du volet droit de l'homme et de la santé, mais dans cette loi, il y a aussi les principes du pollueur-payeur et les principes de précaution. Donc, ensemble, les trois ont quand même dessiné une voie qui est très importante pour définir de façon plus ou moins concrète ce que le développement durable. Maintenant, ça reste un cadre. C'est-à-dire que ça reste un peu un point de repère qui doit être rappelé, poussé, et les entreprises n'y vont pas spontanément.
Gaspard Ganzer, est-ce que c'est aussi une boussole, un cadre pour les politiques, les décideurs, ou est-ce que c'est une charte qui reste trop négligée? J'ai envie de me réjouir avec mes deux voisins, notamment Arnaud Gosselin, du fait que la charte de l'environnement soit revenu au centre de l'actualité, mais ça semble être un peu, on va dire, un cas presque anecdotique, parce qu'en réalité, tout ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle en politique et dans le domaine économique va dans l'autre sens. Et on se demande si c'est pas presque une ruse de la raison. On se demande même si le Conseil constitutionnel, d'une certaine manière, n'a pas cherché à régler un problème politique, parce que je rappelle qu'il y avait eu cette pétition avec plus de 2 millions de signataires, et finalement, tout le monde a dû trouver son compte à ce que cette disposition ne s'applique pas, même si j'imagine qu'un juriste me dira que tout ça a été extrêmement logique et argumentatif. La réalité, c'est qu'en ce moment, tout va dans le sens du backlash environnemental. On recommence à exploiter du pétrole à tout va aux États-Unis, au Brésil, en France. Toutes les dérogations possibles sont immangeables. Donc je pense que les politiques, ils sont plutôt sur autre chose. Arnaud Gosselin, ça veut dire qu'avec cette décision, les sages ont fait de la politique, comme disent ceux qui étaient pour cette loi du plomb? Alors, j'étais pas dans le secret de leur délibéré. Non, et d'ailleurs, je remarque qu'à la sortie, ils sont critiqués par les pros et les pour et les anti. Il y a beaucoup de gens pas d'accord non plus avec cette décision. On a entendu parler de gouvernement des juges, des écologistes qui disent que le Conseil aurait dû censurer toute la loi et pas juste l'article 2 et l'article 5. Bref, au final, je pense que si le Conseil constitutionnel avait voulu vraiment faire de la politique, il aurait procédé autrement que par cette décision. Alors c'est vrai, je suis d'accord, effectivement, il y a une période qui n'est pas propice à l'environnement. Il y a cette période de recul, y compris en termes de temps d'antenne consacré, pas chez vous, à l'environnement, mais c'est vrai que c'est une réalité. Pour autant, voilà, il y a aussi des bonnes nouvelles. Il y a aussi cette pétition de 2 millions de personnes qui prouve quand même que le sujet n'a pas été oublié. Il y a quand même 2 millions de personnes qui sont allées sur France Connect, qui sont identifiées, qui ont signé cette pétition. Il y a eu des milliers de débats qui ont été organisés. Voilà, quand il y a quelque chose de positif, on peut le signaler. Voilà. Alors, en attendant, cette interdiction de l'acétamipride a et va avoir des conséquences très concrètes, nous disent déjà les agriculteurs, comme cet arboriculteur de la vallée de la Durance dans les Hautes-Alpes. Je vous propose de le regarder. Et on perd, nous, 40-50% de notre récolte et qu'on est concurrencé par des Italiens, par des Espagnols, qui, eux, ont cette molécule, voilà, ça nous met dans la plus grande fragilité. Et effectivement, ça va conduire à des arrachages de vergers qui peuvent être massifs demain. On est en permanence montrés comme des gens qui donnent des cancers, alors que nous, on est simplement là pour produire des fruits. Anna Créti, si soudain on se met à l'utiliser beaucoup, cette charte de l'environnement, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences très concrètes, très directes pour l'activité économique ? Je voudrais juste revenir sur des exemples importants qui nous montrent que, certes, il y a des coûts dans les changements et dans les décisions qui sont prises, mais que cela se fait à long terme pour un principe le plus important qui est le bien-être de la société. 2 cas importants dans lesquels cette charte a été appliquée, les OGM et l'interdiction de l'exploitation des fossiles de schiste. Au moment où cela est arrivé, effectivement, les gaz de schiste, donc tout ce qui est donc les pétroles non conventionnels, certes, on ne comprenait pas pourquoi on avait ces relais directs sur le fait de prendre des décisions tranchantes. Les OGM étaient déjà utilisés notamment aux États-Unis et les agriculteurs avaient un peu le même discours, c'est-à-dire c'est pour améliorer et la production et peut-être pour justement ne pas utiliser autant de pesticides. Et donc, ça n'a pas joué sur la compétitivité? Effectivement, avec les reculs, on voit que ce n'est pas les OGM qui ont changé la productivité de l'agriculture française, c'est plutôt l'équilibre global, la politique agricole globale de l'Europe et les conditions de compétitivité de l'agriculture française, qui est très importante. C'est quand même un secteur très important à niveau français et à niveau européen, vis-à-vis duquel on doit après trouver un équilibre. L'Espagne, l'Italie, effectivement. Mais est-ce qu'il faut aller vers les intérêts particulier de certains agriculteurs et oublier les bien-être communs. Oui, mais est-ce que, Gaspard Ganzer, ça peut être vu comme un frein, finalement, par les politiques, cette charte, aujourd'hui? C'est pour ça que, finalement, peut-être qu'on en parle peu ou qu'on la met moins en avant. Non, mais je pense qu'à part peut-être une partie de l'Est politique qui en connaît les détails, la philosophie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle a été adoptée il y a très longtemps, il y a 20 ans, dans un moment politique, donc je ne dis pas que les gens l'avaient oublié, mais en tout cas, ils l'a traité avec un peu plus de distance. C'est dommage, parce que c'est un très beau texte, mais elles sont aussi bien connaître que vous. Vraiment, pour ceux que je m'en connais, je trouve qu'il est dans sa philosophie, la combinaison de ses principes, il est formidable. Mais
les politiques le voient de très loin, parce qu'il date, et surtout parce qu'ils sentent quand même qu'une partie de leurs électeurs sont aujourd'hui préoccupés par d'autres choses, leur pouvoir d'achat, l'emploi, ils ont une forme de croissance nulle depuis quelques années, et donc là c'est le cas des agriculteurs qui est un cas typique, hein. Ça fait quand même 3 ans, même plus, qu'ils souffrent énormément, que le gouvernement leur fait des promesses successives, et pour des bonnes et de mauvaises raisons, parfois c'est la dissolution, parfois c'est des problèmes budgétaires, c'est reporté, donc on comprend leur énorme frustration, mais malheureusement, ou heureusement, je pense, comme le disait Anna Créti, je pense qu'il faut aussi réussir, malgré ces difficultés, à faire ce travail de pédagogie auprès des citoyens, mais aussi auprès des politiques, en disant qu'à long terme, ils ont intérêt à le faire. Notamment, dans ce genre de cas, c'est peut-être un peu plus facile, parce que comme la santé est directement en jeu et de façon objective, ils se disent, bon, ok, moi j'ai pas envie d'être le gars ou la nana qui a signé ou voté une loi qui aura provoqué X milliers de cancers. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils étaient très fébriles et qu'ils ont dû être au final très heureux que le Conseil constitutionnel ait censuré la disposition. Arnaud Gosselin, est-ce qu'à terme, là on est d'actualité, on est en pleine canicule dans une bonne partie de la France, est-ce que je pourrais porter plainte contre mon maire ou contre les autorités locales si mon logement, par exemple, n'est pas adapté, si les constructions ne sont plus adaptées au dérèglement climatique? Alors, il y a déjà eu des procès qui ont été engagés pour engager la responsabilité des États, et la Cour internationale de justice s'est récemment prononcée sur la responsabilité des États. Mais quand on parle de responsabilité, on parle presque plus de responsabilité politique au sens noble que de responsabilité judiciaire, parce que une fois que vous introduisez une plainte, le gouvernement en place au moment où vous introduisez votre plainte ne se sent pas concerné parce qu'il sait que la décision va être rendue dans 6 ans. Celui qui est là 6 ans plus tard va vous dire ça s'est passé avant que j'arrive, donc de toute façon c'est pas ma responsabilité. Donc il y a un problème d'instabilité, de succession du politique par le jeu démocratique normal. Il ne faut pas, je pense, surinvestir ces plaintes. Un mot quand même sur l'image que vous avez diffusée de cet agriculteur qui regrette cette polémique et qui dit moi j'ai pas envie de donner le cancer. Évidemment que c'est le cas, mais il faut quand même aussi rappeler dans cette affaire des néonicotinoïdes que des alternatives existent. L'ANSES s'est prononcée à 2 reprises, l'Agence nationale de santé et sécurité environnementale et sanitaire. Elle est ressaisie actuellement par le gouvernement pour redire ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire qu'il y a des alternatives. 2, ça concerne quand même un tout petit nombre d'agriculteurs. Ces agriculteurs sont prévenus depuis 2016, puisque là on parle d'une interdiction. Le principe c'est l'interdiction, ces néonicotinoïdes. Et il faut savoir que d'autres agriculteurs souffrent, puisque là on est en train effectivement de s'attaquer aux pollinisateurs. Donc demandez aux apiculteurs ou regardez ce que la Confédération paysanne a pu communiquer. Eux ils s'en réjouissent de cette interdiction. Mais alors justement Gaspard Ganzer, vous qui avez été au cœur de la machine, au cœur du pouvoir, aux côtés de François Hollande, quand on est confronté à ce type de sujet, la charte de l'environnement, est-ce qu'on y pense déjà, forcément? Et après, en effet, est-ce qu'il y a cette dualité permanente, économie ou environnement? On pense au droit, évidemment, à cette charte, et François Hollande était très attaché à la cause environnementale, mais on pense surtout aux choses politiquement, c'est le sens de ce que je voulais dire tout à l'heure. Je pense que François Hollande, il avait, en titre personnel, une vocation et une conviction forte sur le plan environnemental, mais il savait qu'aussi politiquement, sa base électorale et les Français l'attendaient, et c'est pour ça qu'un peu seul contre tous au départ, avec Laurent Fabius et Ségolène Royal, ils ont décidé d'accueillir la conférence de Paris sur le climat qui a débouché sur l'accord de Paris, et c'est pour ça aussi que ça s'est si mal passé avec les agriculteurs. Oui, bien sûr. Je peux vous dire que quand on était à l'Élysée, entre 2014 et 2017, les salons d'agriculture, ils n'ont pas été très agréables pour François Hollande, justement pour ces raisons-là, parce qu'il était critiqué, un coup par les éleveurs, un coup par les céréaliers, etc., parce que justement, il tenait bon sur ce sujet. Les Verts faisaient partie de la majorité qui était au pouvoir. Il y a eu des accords qui avaient été noués avec eux, des équilibres. C'était pas simplement une question politique, c'était aussi une question de conviction. Donc on peut pas plaire à tout le monde. Donc on commence à avancer. Et je regrette en fait aujourd'hui qu'on soit dans l'autre tendance, parce que, encore une fois, je pense que cette décision ne doit pas nous faire oublier qu'aujourd'hui la majorité de classe politique est vraiment très favorable à la remise en cause de toutes les clauses environnementales. L'extrême droite, la droite et une grande partie de la majorité macroniste est sur cette ligne. Mais d'ailleurs, Anna Créti, on a plus l'habitude d'entendre parler du principe de précaution. Là, les sages ne sont pas du tout appuyés sur ce fameux principe-là. Disons qu'ils auraient pu. Mais c'est un concept un peu technique et difficile. Je pense que probablement ça n'aurait pas parlé aux 2,5 millions de signataires, parce que, et en plus, pour l'évoquer, il faut établir un lien très spécifique entre la cause et l'effet. Et notamment la cause, donc la présence des nicotinoïdes et effectivement les causalités présentes et futures avec les cancers. Donc c'est là, je pense que ça aurait demandé beaucoup plus de temps. Et la pression faisait qu'une décision était peut-être ressentie dans des temps un peu plus tangibles. Arnaud Gosselin, il y a une différence entre le principe de précaution et puis là l'article 1 de la Charte de l'environnement?
Oui, tout à fait. Alors, si je peux me permettre, parce que j'y ai passé quelques années de ma vie. Bien sûr, c'est pour ça. Le principe de précaution s'applique lorsque vous êtes face à un risque incertain. Vous n'en connaissez pas forcément les causes ni les conséquences. Les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. C'était le cas dans les années 80 pour les OGM, les ondes électromagnétiques, etc. Donc là, le principe de précaution n'avait pas à s'appliquer avec ces néonicotinoïdes. C'est d'ailleurs le Conseil constitutionnel qui le dit lui-même, comme le Conseil d'État. Le risque pour la biodiversité, il est certain. Là où il y a une polémique encore, c'est sur certains risques pour la santé humaine. Pas tous, mais pour certains. Pour la biodiversité, on sait que sur l'appareil nerveux, effectivement, des abeilles, des pollinisateurs et des oiseaux, on a des risques, il y a des études qui ont mesuré tout ça. Donc le principe de précaution n'a pas à s'appliquer. Le principe de prévention aurait pu s'appliquer. Mais c'est là où cette décision est intéressante, c'est qu'ils vont sur un droit de l'homme. C'est-à-dire, ce que j'essayais de démontrer, c'est que c'est pas juste des procédures, c'est pas juste des cases à remplir, des dossiers à faire. L'environnement, c'est un projet de société. Et vous avez des juges aujourd'hui qui essayent, effectivement, à partir de textes qui ont été votés par les élus, par les peuples aussi. La charte de l'environnement, c'est quand même nos élus réunis en congrès à Versailles, qui, au grand complet, et à l'époque c'était la droite qui était au pouvoir, qui ont voté ce texte. Donc ce que les élus ont dit, aujourd'hui il y a des élus qui ont oublié que ces mêmes élus avaient voté ça. Parfois c'est exactement les mêmes qui votent un texte et qui demandent à qu'il ne soit pas appliqué ensuite. Le Conseil constitutionnel est la mémoire de ça. Voilà, alors parfois on oublie beaucoup de choses, même au niveau média, parce qu'avec vous, Natacha, on a parlé qu'en matière de justice climatique, eh bien, cet été a été rendue une décision historique qui est passée relativement inaperçue. Oui, par la Cour internationale de justice, la plus haute instance des Nations Unies, qui a remis fin juillet un avis très attendu. Les États ont désormais l'obligation légale de protéger le climat. Alors au départ, l'initiative est lancée en 2019 par des étudiants du Vanuatu, cet archipel du Pacifique qui risque de disparaître avec la montée des eaux. Leur voix est remontée jusqu'à la plus haute juridiction mondiale, qui a donc acté. En tant qu'État, vous avez cette obligation de lutter contre le changement climatique. L'inaction constitue désormais une violation du droit international. Donc concrètement, si un État ne fait rien pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, il peut être considéré comme hors la loi et chaque pays peut être tenu pour responsable devant les tribunaux. Alors pour le droit international et pour la justice environnementale, c'est quand même un tournant. Mais Anna Créti, est-ce que ce n'est pas problématique de se retrouver comme ça, avec une institution judiciaire qui pourrait dicter des droits à un État? Disons que ça met la protection du climat dans la sphère de la juridiction, donc du conflit, donc du contentieux. Donc, quelque part, un dernier recours. Est-ce que c'est un principe qui est suffisamment fort pour que, ex ante, avant d'arriver à devoir être retenu responsable pour une action climatique, les gouvernements choisissent la voie de la protection du climat? Aujourd'hui, par exemple, en France, on attend toujours la loi de programmation sur l'énergie, qui est quand même un élément fondamental. On va l'attendre longtemps, je pense, Anna. Et voilà. Avec l'énergie renouvelable. renouvelable. Ça va être suffisant pour dire « Ah, mais vous n'avez pas pensé à protéger l'environnement et pas comprendre les enjeux de la transition énergétique ». Gaspard Ganzer, justement sur ce sujet, aussi sur cette opposition et sur cette justice qui pourrait dicter donc à un État quoi faire en termes de climat. On est sur des temporalités différentes et je pense que c'est très bien que les juges, justement, en dehors du cycle de très court terme des politiques, soient là pour rappeler des principes essentiels, y compris des textes qui ont été votés et discutés il y a plusieurs années, parce qu'il faut qu'il y ait cette temporalité différente et qu'on ne soit pas totalement happé par une sorte de cycle court-termiste. Après, je pense que les États, en tout cas une partie des dirigeants des États, notamment les plus populistes, ils s'en moquent complètement. Enfin, je prends Trump, la menace, déjà la menace de la Cour suprême, ça lui fait pas très peur. Alors la menace de la Cour internationale de justice, encore moins. Et donc, il faut pas donner trop, il faut donner l'importance qu'il va à ces décisions de justice, mais je ne pense pas qu'elles puissent infléchir des dirigeants les plus durs. Ce qui fait infléchir un dirigeant politique, c'est sa responsabilité pénale. Je peux vous dire que quand il y a eu le scandale de l'amiante, une autre forme de toxicité, on n'est plus dans le domaine de l'agriculture, dans les années 80 et 90 surtout, là je peux vous dire que les politiques, ils n'avaient plus du tout envie de rire, parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient terminer en prison, quand ils voient ou alors, plus récemment, quand c'est posé de façon très concrète, même si au final il y a eu un non-lieu, l'attitude des gouvernements et des gouvernants pendant le Covid, là les gens ont pris les choses extrêmement au sérieux. Alors, je ne suis pas en train de proposer de pénaliser la totalité du droit environnemental, mais je vous donne en coulisses, je peux vous dire que c'est la seule chose qui les ferait bouger. Oui. Arnaud Gossement, sur ces décisions de justice, est-ce qu'il faut plus de sanctions? Il faut que ça soit plus suivi de sanctions? Alors, juste un point, c'est un avis qui a été donné par la Cour internationale de justice, donc il ne s'agit pas ici de contentieux, il s'agit vraiment d'un avis. Deuxième chose, la Cour internationale de justice n'a fait que rappeler des textes, elle n'a pas créé elle-même le droit. Troisième chose, certes, il y a des dirigeants populistes comme Trump, mais malgré tout, ces dirigeants populistes, derrière, ont aussi des économies, dont une partie,
parce que les États-Unis sont aussi champions dans le domaine de la production d'énergie renouvelable et de matériel d'énergie renouvelable. Ils ont besoin de ne pas aller trop loin. Trump est sorti de l'accord de Paris, mais pas de la Convention de 1992 sur le climat. Et cet avis peut l'enquiquiner. Pourquoi? Parce que les juges vous disent, même si vous sortez de l'accord de Paris, vous êtes lié par le droit international coutumier. C'est-à-dire que c'est un principe du droit international, celui selon lequel l'État doit protéger ses populations des menaces extérieures. Il y en a une, c'est le changement climatique. Oui. Donc même les États-Unis ne peuvent pas faire abstraction de cette décision de la Cour internationale de justice. Pourquoi? Parce que sinon ils s'affaibliraient sur le plan diplomatique. Même si aujourd'hui sont sabrées toutes les finances de recherche universitaire qui faisaient référence dans le monde entier. Oui, alors d'abord, Trump, il est là pour 4 ans. Il y a aussi des contre-pouvoirs. Plus de 3 ans et demi. Et surtout, c'est un État fédéré. N'oubliez pas que c'est un État fédéral et il ne faut pas lui donner l'importance qu'il n'a pas. En matière d'énergie, en matière de climat, les budgets sont d'abord au niveau des États fédérés. Et vous voyez des Mes collègues continuent à faire de la recherche sur le climat. Et bien sûr. Alors, on va voir une chose assez étonnante. C'est vrai que souvent, on s'étonne, et ça depuis le début de ce débat, des Français qui sont à la fois, c'est vrai, sensibles à l'environnement et pas vraiment prêts à lâcher le diesel. Hein. Ça, c'est vraiment le French paradox. Un homme était comme eux. C'était Georges Pompidou, le président qui voulait adapter la ville à l'automobile, était inquiet des dégâts que l'on pouvait infliger à la nature, comme ce jour de mars 1970. Le rythme de l'évolution actuelle crée en effet à l'homme de la fin du XXe siècle des problèmes inattendus. Comme pris de court par les transformations de son milieu, dont il est pourtant directement responsable, il se demande s'il est encore capable de maîtriser les découvertes scientifiques et technologiques dont il attendait le bonheur. Tel apprenti sorcier, ne risque-t-il pas finalement de périr par les forces qu'il a déchaînées? Nous étions en 1970 et Anacrétis, ce qui est étonnant avec ce président, c'est en effet l'industrialisation de la France. Et en même temps, lui qui crée le premier ministère de l'Environnement aussi dans un gouvernement français. Est-ce que c'est pas là vraiment le paradoxe français? Je pense que c'est... Ou international même, voilà, ça, pardon. Je pense que ce n'est pas spécifiquement français. Peut-être là, il y avait une coïncidence particulière. Au contraire, je pense qu'il faut renforcer cette idée d'une voie, d'une coexistence possible entre la croissance et le respect de l'environnement. Après, ça dépend en fait des contraintes qu'on veut prendre en compte et encore une fois de l'horizon vers lequel on pense pouvoir concilier. Donc l'innovation ou la croissance, alors sans rentrer sur le fait de la polémique, est-ce que la croissance verte existe ou pas, parce que je pense qu'on n'a pas à l'éprouver, mais jusqu'à présent, on a peut-être, il y a un vrai paradoxe, c'est-à-dire par l'absurde, on peut dire qu'on a fait de la croissance en créant des dégâts sur l'environnement. Donc il faut inverser la tendance. Est-ce que c'est ça, Gaspard Ganzer, finalement? Oui, le paradoxe. C'est un très beau débat, presque philosophique, sur ce qu'on peut partager, mais je pense qu'on a tellement fait, d'ailleurs, Pompidou le premier, il a quand même ouvert les voies sur berge aux voitures, créé une radiale le long de Montparnasse, c'est absolument incroyable, c'est l'air de la tout bagnole. En fait, quand on cite les deux, ou quand on veut faire croire qu'il y a de la croissance, de la croissance verte, en réalité, on est plutôt du côté du productivisme et de l'industrialisation que d'autre chose. Et je pense que si on veut provoquer le pivot pour qu'au final, il y ait quand même toujours cette coexistence, je pense qu'il va falloir appuyer sur l'accélérateur pour filer la métaphore automobile plus fort sur le côté environnemental et peut-être aussi comprendre qu'on peut faire autant avec moins ou peut-être plus avec moins, en tout cas de façon différente, et arrêter de penser que c'est simplement en faisant de la fracturation hydraulique et en ouvrant des nouveaux puits de pétrole qu'on va s'en sortir. C'est bien noté. Merci en tout cas à vous trois d'être passés ce soir par 28 minutes.